Lors des 2 dernières vidéos, on avait vu sur la chaîne YouTube les 10 premières lois du pouvoir par Robert Greene, du livre Les 48 lois du pouvoir. Aujourd'hui, du coup, on va directement commencer par la loi numéro 11. La loi numéro 11 nous dit qu'il faut savoir garder les gens dépendants de nous. L'idée derrière ça, c'est que plus les gens, d'après l'auteur, se confient à nous, de plus ils sont dépendants de nous, plus nous sommes libres en réalité. Mais qu'il faut faire attention, c'est une loi qui est assez subtile, parce que si les gens deviennent trop dépendants de nous, eh bien cela peut se retourner contre nous. L'idée ici, c'est de nous amener, pour illustrer cette loi, de nous amener en Italie du Moyen-Âge, car il y avait un comte d'Authier. Un comte d'Authier, c'est un chef mercenaire à l'époque, qui avait été engagé pour libérer une ville. Cette part du contrat ayant été remplie, le comte d'Authier a effectivement libéré la ville, et bien pour l'en remercier, les différents habitants du village voulaient ériger cette personne-là comme le saint patron de la ville. Et pour pouvoir ériger quelqu'un au titre de saint, eh bien l'Église refuse de donner ce titre-là à quelqu'un qui est toujours vivant. Et donc ce qu'ont fait les habitants, c'est qu'ils sont allés voir ce comte d'Authier, l'ont assassiné pour pouvoir l'ériger en tant que saint patron de la ville et pouvoir le vénérer. D'après Robert Greene, évidemment, c'était un prétexte pour pouvoir ne pas payer le comte d'Authier, tout simplement, ne pas avoir à le payer, tout bêtement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à garder les gens dépendants de nous, parce que à partir du moment où ils ne le sont plus dépendants, eh bien finalement, cela peut se retourner contre nous très très vite. La loi numéro 12 ici nous indique qu'il faut savoir user de générosité et d'honnêteté de manière sélective pour pouvoir désarmer nos victimes. L'idée est que si on fait un seul acte de générosité, cela peut couvrir des douzaines d'actes malveillants ou malhonnêtes qu'on aurait pu faire par le passé. L'idée ici, c'est qu'on peut, grâce à un acte de générosité véritablement bien ciblé, éteindre les suspicions des gens qui sont les plus douteux envers nous. C'est illustré par une histoire qui se passe aux États-Unis dans le deuxième moitié du 19e siècle par un investisseur qui s'appelle Monsieur Gould, qui avait investi du coup dans une compagnie ferroviaire. Le problème, c'est qu'il avait acheté des fausses actions et quelques temps plus tard, il rencontra un lord anglais qui lui fit remarquer effectivement que les fausses actions qu'il avait achetées avaient été émises par le patron de la compagnie ferroviaire en question. Plus tard, ils se dirent que tous les deux, ils allaient pouvoir investir dans cette compagnie ferroviaire pour pouvoir en prendre le contrôle et pouvoir évincer ainsi le faussaire qui avait arnaqué Gould auparavant. Le problème, c'est que bien, le lord anglais demandait de plus en plus d'argent à Gould pour pouvoir investir dans cette compagnie. Et celui-ci, une fois qu'il lui a donné beaucoup d'argent, eh bien, le lord disparut, et disparut avec tout l'argent, bien sûr. Alors en fait, l'histoire nous dit que ce lord anglais n'était pas du tout un lord anglais, c'était un escroc américain relativement connu des services de sécurité, et c'est lui qui avait été le faussaire aussi au début de l'histoire, c'est lui qui avait vendu des fausses actions à Gould au début. Et il avait pu éteindre ses suspicions en se faisant passer par un lord anglais qui lui a montré des fausses preuves du coup, comme quoi en fait le faussaire c'était le patron de la compagnie et non lui. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu se faire arnaquer 2 fois. La loi numéro 13, par contre, je ne vais pas tellement en parler, vu qu'on l'a déjà vu. En fait, plusieurs fois dans le livre, ça, j'ai pas trop compris pourquoi, plusieurs fois dans le livre, on voit des lois qui reviennent, en fait, qui sont répétées plusieurs fois. Et notamment, la loi numéro 13, en fait, c'est exactement la même loi que la loi numéro 2. Elle n'a pas été décrite avec les mêmes mots exactement, mais le fond est exactement le même. C'est l'idée que lorsque l'on a besoin de quelqu'un, d'un service, eh bien, il faut faire appel aux intérêts de cette personne-là et non à sa compassion ou au fait que ce soit un ami, par exemple, son amitié. L'idée, c'est qu'on a beaucoup plus de chances d'obtenir quelque chose de quelqu'un lorsqu'on joue sur ses intérêts plutôt que sur sa compassion ou sur sa bonne volonté. La loi numéro 14, par contre, elle est assez sympathique. La loi numéro 14, elle est sympathique dans le sens que, pour une fois dans le livre, les protagonistes de l'histoire qui illustrent cette loi s'en sortent bien, ne sont pas escroqués, ni tués, ni rien du tout. Cette loi numéro 14, c'est le fait qu'il faut travailler comme un espion, mais qu'il faut se présenter comme un ami.
En 1940, à Chicago, aux États-Unis, un revendeur d'art avait dans son carnet de contacts clients quasiment tous les gros clients de la ville, sauf un. Et le client qu'il n'avait pas était le plus gros client de la ville. Ce qui l'embêtait beaucoup, évidemment. Il était très très convoité. Et donc, il commença à se renseigner sur cette personne-là, quels étaient ses goûts en matière d'art, quelles étaient ses habitudes. Il interrogea les proches d'ailleurs de ce fameux client potentiel et tous lui dirent que vous avez aucune chance d'avoir cette personne-là parmi vos clients, c'est quelqu'un qui est beaucoup trop taciturne, vraiment vous avez aucune chance, vous pouvez abandonner tout de suite. Notre ami revendeur d'art n'a pas abandonné, sinon j'aurais pas d'histoire à vous raconter. Il n'a pas abandonné et pendant des années et des années, il a accumulé de l'information en fait sur ce fameux client potentiel et il a un beau jour, ou plutôt une belle soirée, puisqu'il a invité cette personne-là à dîner et il avait au préalable changé toute la décoration de sa maison en mettant évidemment en évidence toutes les œuvres d'art qui sillaient au goût de ce fameux client potentiel bien sûr. Et lorsque celui-ci arriva chez lui, eh bien, il se présenta, notre ami revendeur, de manière extrêmement amicale, de manière extrêmement chaleureuse, pour pouvoir accueillir ce fameux client, évidemment, à sa soirée. Et après la réception, et pendant tout le restant de la carrière, en fait, de ce fameux revendeur d'art, eh bien, il devint, ce fameux client, soi-disant très taciturne, devient le meilleur client, en fait, du revendeur pour tout le restant de sa carrière, et ces deux hommes devinrent amis. C'est une histoire extrêmement positive pour un livre qui est pas du tout positif à la base. Et c'est pas du tout ce qui se passe au personnage de la loi numéro 15. La loi numéro 15, c'est une loi qui nous dit qu'il faut écraser nos ennemis entièrement. N'en laisser plus rien. L'idée ici, c'est que si vous avez un incendie, si vous combattez un incendie, si jamais vous laissez encore une braise chaude quelque part, finalement, eh bien, l'incendie risque de repartir, mais repartir encore plus fort que ce qu'il y avait eu avant. Et c'est exactement, comment dire, on dirait que l'histoire qui est représentée ici, elle a été faite pour cette loi, carrément, parce que c'est l'histoire de Wu Chao. Je vais en parler 2 minutes, c'est-à-dire que Wu Chao, c'est l'histoire la plus impressionnante du livre. Vous vous rappelez, lors de la dernière vidéo, je vous avais parlé du grand vizir et du sultan. C'est une histoire qui est vraiment impactante, mais là, l'histoire de Wu Chao, c'est clairement la loi la plus impressionnante du livre. Quand on termine le livre, lorsque j'avais terminé le livre, franchement, c'est l'histoire qui me restait le plus en tête. Wu Chao était une jeune fille en Chine en l'an 625 de notre ère. C'était une fille de grand seigneur et elle était extrêmement belle. À sa majorité, elle fut accueillie au harem de l'empereur lorsque celui-ci était déjà très âgé. Et elle eut juste le temps de séduire le fils de l'empereur, qui était donc le successeur au trône, avant que l'empereur décède. Et traditionnellement, les concubines de l'empereur se retrouvaient au couvent pour le restant de leur vie. Et ayant gardé contact avec le nouvel empereur, et bien finalement, Wu Chao revint dans le nouveau harem. Et quelques années plus tard, elle donna naissance à une petite fille, la fille de l'empereur, qu'elle assassina. Elle assassina sa fille pour faire porter le chapeau à la nouvelle impératrice. L'empereur tomba dans le panneau et fit exécuter sa nouvelle impératrice pour mettre Wu Chao à la place. Et une fois que celle-ci fut devenue devint impératrice, et bien finalement, elle fit assassiner tous les prétendants potentiels au trône, incluant ses propres enfants, qu'elle eut après. Et vraiment, toutes les personnes qui pouvaient de près ou de loin avoir l'ambition du trône, pouvoir prétendre au trône même sans en avoir l'ambition, elle assassina tout le monde, de sorte que des années et des années plus tard, lorsque le nouvel empereur décéda, et bien finalement il ne restait plus qu'elle pour pouvoir diriger le royaume, l'empire même. Et finalement, ce qu'elle fit, c'est qu'elle prit son rôle d'impératrice, elle prit le titre d'empereur qu'elle s'ajouta en plus, et se renomma même elle-même divine sainte impératrice Wu Chao, descendante directe de Bouddha, et elle régna d'une main de fer sur tout l'empire de Chine pour tout le restant de sa vie. Voilà, donc ceci conclut notre troisième vidéo sur les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos qui sortiront.